la diversité de ses rôles, d'autre part l'ambivalence ou l'ambiguïté de certains personnages typiques, et puis les qualités propres à son style de jeu d'acteur. Donc je vais inviter naturellement mes confrères à parler de chacun des trois axes et ils pourront aussi donner chacun son point de vue sur ce qui le touche le plus et ce qu'il trouve absolument, je vous le permets très gentiment, ce qui le touche le plus et ce qu'il trouve le plus remarquable dans cette carrière. Donc, à vous Samuel. C'est-à-dire que sur la diversité de Delon, en fait, moi je serais plutôt frappé en fait, par l'unicité de l'acteur Delon. En fait, il y a certains acteurs, on se dit, ils sont protéiformes. Par exemple, Robert De Niro, si vous voulez, il peut faire Taxi Driver, il peut faire Raging Bull, et puis il peut aussi être un excellent acteur de comédie. Delon m'apparaît quand même fondamentalement comme un acteur tragique, un acteur de tragédie, un acteur donc lunaire, et puis l'autre spécificité de Delon, qui d'ailleurs s'inscrit, on va dire, presque dans ses gènes dès son premier rôle vedette dans Plein Soleil, c'est un acteur double, c'est un acteur qui joue toujours régulièrement lui-même et un autre, de Plein Soleil à Monsieur Klein, en passant par William Wilson de Louis Malle et Nouvelle Vague de Jean-Luc Godard. Donc je vous dirais surtout comme ça, de manière intuitive, Delon m'apparaît surtout en fait dans son genre en fait gravé dans le marbre, savoir un personnage tragique qui a cultivé sa propre disparition dans ses films, qui a, je veux dire, j'irais plutôt cultiver l'art de mourir sur le grand écran. Il y a de cela, effectivement. Moi, j'ai préparé une petite typologie des genres de films où il a joué et des différents types de rôles. Et je vais vous la lire, la faire parcourir très très rapidement. Vous verrez qu'il y a quand même une certaine diversité. D'abord, comme Samuel le faisait remarquer, il y a naturellement le côté tragédien et puis il y a le personnage iconique du samouraï et d'autres rôles de la même coulée, de la même lignée, qui sont où ils se font parfaitement dans l'emploi du héros sombre de films noirs. Ça, c'est l'image iconique. Mais il a fait tout au long de sa carrière aussi des incursions dans d'autres genres et dans d'autres domaines. Par exemple, il joue, pour commencer, dans l'un de ses premiers rôles importants dans Christine, avec Romy Schneider, un mélodrame que vous allez voir naturellement lors de cette rétrospective. Et puis il retourne au mélodrame aussi avec Le Professeur, qui est un film italien de Valerio Zurlini d'un tout autre genre, c'est-à-dire c'est une autre école du mélodrame. Ce n'est plus celle qui se tourne vers le jeune public ou vers le public sensible aux sujets sentimentaux, aux grandes et belles histoires d'amour. C'est plutôt un mélodrame pour adultes avec des situations par moments assez sordides et assez éprouvantes. Donc ce sont deux mélodrames et il y a comme une sorte de grand écart entre les deux mélodrammes. Et si vous allez les voir, vous allez voir qu'ils jouent très différemment dans chacun des deux. Il y a aussi un autre genre où il a fait des choses, pour certaines très méconnues, et pour certaines, je trouve, aussi très belles. Et là aussi, vous avez un échantillon, c'est le genre comique, la comédie, et vous avez un échantillon tout à fait remarquable qui sera projeté ici, c'est Quelle joie de vivre de René Clément. Si vous allez le voir, vous allez pouvoir vous régaler en observant toute la palette de jeux d'acteurs comiques d'Alain Delon dans ce film. Ça va du burlesque jusqu'à l'ironie la plus fine. Et donc, il montre que, contrairement à ce que le grand public a le plus souvent retenu de lui, il sait aussi jouer la comédie, il sait briller dans ce genre aussi. Il a fait d'autres incursions dans la comédie qui sont moins célèbres, mais dont certaines sont très réussies, comme par exemple dans Faible femme, un film qui est devenu rare, qui est une pure comédie teintée de sentimentalité, et puis aussi dans Texas nous voilà de Michael Gordon, qui n'est pas projeté ici, mais que vous pouvez trouver en DVD si ça vous amuse de voir le duo comique qu'il forme avec Dean Martin, pas moins. Donc ça nous donne déjà quelques genres supplémentaires. Jean-Baptiste ? Oui. Alors, par rapport à la question que vous posiez à la réponse de Samuel sur la diversité, je ne sais pas si je vais y répondre vraiment. On a chacun son Delon, on a chacun trouvé une porte d'entrée chez Delon, il n'y a pas une porte d'entrée chez Delon.
Et il y a quelque chose qui me frappe, parce que là vous avez cité des films, Texas nous voilà, enfin évidemment on peut en citer beaucoup d'autres, ou des polars allant vers la comédie, je pense Le Gang par exemple, avec son improbable périple, Le Freeze, etc. Il a tourné énormément de films de Londres dans les années 70, il en fait quasiment 3 par an. Donc il y a, voilà, comme dans toutes les grandes carrières, il y a à boire et à manger, il y a des très 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 grands films qui fait qu'on se retrouve ici aujourd'hui pour en parler. Je ne suis pas convaincu que s'il avait fait que Texas nous voilà, et sur San Francisco ou Soleil Rouge, on en parlerait encore, vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça pour dire que... Tu peux même dire, je n'en suis pas sûr du tout, pas du tout. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, la chose qui me frappe en fait chez Delon, évidemment, il a eu une carrière extrêmement longue. Voilà, il commence grosso modo, on est au début des années 50. Il faut rappeler un peu quand même les grands moments, c'est-à-dire que Plein Soleil est le début de l'acteur Delon, sa rencontre avec Clément, dont il ne cessera de dire que ça a été un maître pour lui. On fait 3 films, enfin là, c'est vraiment important Clément. Et puis il y a le moment Visconti, et il y a le moment Melville sur lequel j'imagine on reviendra, il y a le moment Lozay, et puis je suis content que vous ayez mentionné Zourlini, parce que dans les maîtres qu'a croisé Alain Delon, disons avant 76-77, il y a évidemment un peu toujours les mêmes concepts, et on a raison, Clément, Lozay, etc., mais pour moi il y a Zourlini, parce que c'est un maître italien, et je suis pas convaincu, alors je suis pas sûr que ce soit un mélodrame comme vous en parlez, moi je pense que c'est un grand film tragique, mélancolique, c'est peut-être un des films où le Delon est le plus lui-même en réalité, et d'ailleurs on peut regretter, on en parlait avec Samuel tout à l'heure, on peut regretter quand on prend sa carrière dans les années 70 qu'il n'ait pas eu une carrière italienne plus importante, parce que pour moi Delon c'est vraiment un acteur 100% français et en même temps italien. C'est qu'il y a c'est l'acteur gaulliste animé d'une mélancolie italienne, c'est Alain Delon. Donc j'aurais adoré qu'il tourne plus en Italie, parce qu'il a fait Big Guns, de Lucio Tessari, qui est un film là pour le coup, à mon avis, important. Bon, tout ça pour dire quoi? C'est qu'en fait, il est passé par de grands cinéastes, dont on se souvient encore aujourd'hui. Il a imprimé, mais à jamais, l'histoire du cinéma, etc. Il a tourné beaucoup de films, dont certains sont des tout petits films, on parlait tout à l'heure des rapports de 80. Bon. Mais moi, ce qui me semble frappant chez Alain Delon, et pourquoi on est là, parce que c'est sans doute un acteur de génie, pour moi c'est le plus grand acteur français post-Jean Gabin. C'est un acteur de génie parce que je pense que, comme tous les grands acteurs de génie, indépendamment de tourner dans des bons films, d'abord il faut le vouloir, tourner dans des bons films, il faut savoir repérer quels sont les grands cinéastes, il faut savoir en fait construire sa carrière. Et pour moi, le génie d'Alain Delon, c'est aussi son intelligence en tant que presque acteur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait, au milieu, on pourrait dire, de la flopée de cinéastes avec lesquels il va tourner, souvent des cinéastes commerciaux, populaires, Verneuil, etc. Il sait quand même, et ça c'est sa grande intelligence, ou plutôt son immense instinct, qu'il faut aussi travailler pour l'histoire du cinéma. C'est bien de travailler pour le box-office, et il aura d'immenses succès populaires, mais il a conscience très très tôt qu'il faut aussi travailler pour l'histoire du cinéma, et ça il repère les grands cinéastes de l'histoire du cinéma, que sont évidemment Melville, Lozay, Clément et évidemment Visconti. On a aussi oublié Antonioni en L'Éclipse 163. Voilà, donc c'est quelqu'un, pour moi, c'est vraiment une preuve d'intelligence incroyable, c'est qu'à la fois il veut tenir en même temps, on pourrait dire, les grands cinéastes, donc des films un peu autoristes, avec le risque que ces films ne marchent pas. Monsieur Klein a été Samuel en parlera peut-être, un moment important on pourrait dire, dans la désillusion d'Alain Delon vis-à-vis de son métier, vis-à-vis de ce qu'on pouvait faire. Il y a, dans sa carrière de Delon, il y a un avant, un après Monsieur Klein. On pourrait presque dire qu'il va en partie plier boutique après Monsieur Klein, alors qu'avant, pas du tout. Donc il y a évidemment le désir d'aller vers les auteurs, de faire sa place dans l'histoire du cinéma, donc il a le flair. C'est comme aujourd'hui, quand on parle d'acteurs américains contemporains, par exemple. Qu'est-ce qui fait d'un acteur comme Tom Cruise, qu'on l'aime ou pas, quelqu'un qui a une intelligence redoutable? C'est le choix des cinéastes. De Palma, John Hughes, Stanley Kubrick, Michael Mann. Ça, c'est la preuve qu'il y a une intelligence. Et Delon, c'est quelque chose qu'il a. Et en même temps, il va effectivement tourner des films populaires parce qu'il ne veut pas se résoudre à être, contrairement à ce qu'elle a beaucoup le cinéma français, dans une case ou dans une autre. Peut-être que tu peux dire... Pour compléter ce que tu dis, fort justement, quand tu dis que Delon est quelqu'un qui a une forte conscience de l'histoire du cinéma, il a effectivement une forte conscience, et c'est important de préciser que cette forte conscience, je dirais qu'elle est liée à ses origines prolétaires. C'est que Delon se fait une haute idée de la culture qui est tout simplement celle de quelqu'un qui n'y a pas eu toujours accès et qui donc la respecte au plus haut point, de manière instinctive et donc du coup hautement respectueuse.
Il y a une forte conscience donc, de l'histoire du cinéma, mais je dirais, chez lui, il y a l'idée induite qu'il sent quand il a affaire à des maîtres, et donc, ayant affaire à des maîtres, il se dit, j'ai beau être, j'ai beau devenir une star de cinéma ou en être une installée, puisque je dirais qu'il devient une star installée après Plein Soleil et puis de plein pied après Rocco et ses frères de Visconti, il se dit, j'ai beau être une star installée, j'ai en face de moi un immense metteur en scène, je le comprends, et donc je lui obéis au doigt et à l'œil. Je me soumets. Je dis souvent moi, c'est une chose qui me frappait dans les fois où j'ai pu rencontrer Delon. Delon me disait, vous savez, Sam, alors moi je l'appelle Samuel, mais il essaie de me baptiser Sam, vous savez, Sam, dans ma vie, des cons, j'en ai fracassé un paquet. Donc, ce qui montrait le rapport, on va dire, le rapport qu'installe Delon avec un réalisateur. Soit il le soumet, soit il se soumet à lui. C'est très important de préciser que Delon, quand il identifie un maître, eh bien, il lui obéit complètement. Ça, c'est très important. Ça veut donc dire que les maîtres, Clément, mais encore plus Visconti, Melville, Lauzet, ont eu une attitude complète pour faire leur film et un concours total de leurs stars. C'est pas si fréquent que ça. Il y a plein de stars de cinéma qui sont dans des chefs-d'œuvre avec d'immenses metteurs en scène et qui n'apportent pas leur participation de cette manière. Une autre chose me frappe au-delà, je veux dire, on va dire j'irais presque de la soumission de Delon à ses maîtres. Soumission au sens noble du terme. C'est la manière dont l'individu Delon parvient à s'insérer dans les films de maître. C'est ça qui me frappe, je pense, et c'est ce qui explique en fait le fait qu'on soit aujourd'hui ensemble à parler de Delon. On ne pourrait pas le faire de beaucoup d'acteurs, et pourquoi on le fait ça? Pourquoi on fait ça aujourd'hui? Pourquoi nous sommes tant fascinés par cet acteur qui est effectivement le plus grand acteur français de l'après-guerre? Je veux dire, bon, si on considère de Gabin comme un acteur de l'avant-guerre, et à mon sens, il y a un égard supérieur à Jean-Paul Belmondo, par exemple. C'est le fait que, prenons juste quelques instants dans les très grands chefs-d'œuvre de Delon. Prenons par exemple cette scène au début du Guépard de Visconti, où il y a la première apparition de Delon qui va voir son oncle, Portian-Caster. Il sort de son bureau, il sort de sa chambre, et on voit des chiens aller à la rencontre des dogs, c'est pas des chiens d'ailleurs, véritablement des dogs, je veux dire, et qui vont à la rencontre de Delon, et c'est comme si Delon avait toujours vécu avec ces animaux-là. Il s'installe, si vous voulez, une familiarité entre Delon et ses animaux, qui n'est possible qu'avec cet acteur-là, parce que si vous voulez, n'importe quel autre acteur, quel qu'il soit, se serait barré en courant. Tout d'un coup, vous avez un moment où vous dites, tiens, cette scène appartient à Delon. On est chez lui, on n'est plus seulement chez Visconti. Un deuxième exemple, la fin de l'Insoumis d'Alain Cavalier, donc toujours avec Delon, un film sur la guerre d'Algérie, sur l'OS, très très grand film méconnu. Et à la fin, on voit Delon mourir au milieu des chevaux. Les chevaux, c'est une des grandes passions de Delon. Et véritablement, ce moment où il meurt au milieu des animaux, qui est un moment d'ailleurs qui est une scène hommage à la mort de Sterling Hayden dans Quand la victoire de John Huston, là pareil, c'est un moment de l'intimité de Delon qui s'insère dans le film d'un grand auteur. Troisième exemple, dans Monsieur Klein, la deuxième scène d'ouverture du film, la scène où l'on découvre Delon en marchand d'art qui achète à vil prix une œuvre à un juif qui durant l'occupation cherche à quitter le pays. Eh bien, ce moment où on voit Delon s'emparer d'une toile de maître, la regarder, l'examiner sous toutes ses coutures, eh bien c'est la dignité de Delon. En l'occurrence, le Delon collectionneur d'art extrêmement avisé, ne l'oublions pas, véritablement. Eh bien, on va dire, cet équilibre fragile mais réel entre les films des très grands auteurs et une star qui parvient à s'exprimer à la première personne, eh bien, c'est la marque, effectivement, d'un acteur unique. Effectivement, et je voudrais compléter le propos de Jean-Baptiste à propos de son intelligence de choix. Ce qui est très intéressant, c'est que non seulement
il sait quels sont les maîtres. Il fait vraiment, depuis ses débuts, pratiquement depuis Plein Soleil, la différence entre les maîtres et les autres. Mais il choisit aussi de produire des maîtres, et pour des films sur lesquels il compte, non pas pour faire un succès, un tabac auprès du public naturellement, mais justement pour durer. Il le fait pour L'Insoumis, c'est son premier film de producteur, de coproducteur. Il le fait en 1984 pour Nouvelle Vague. Il y a un entretien très intéressant qu'il a donné avant même, pardon, pour Notre Histoire, lapsus. Donc il le fait pour Notre Histoire de Bertrand Blier. Il y a un entretien très intéressant qu'il donne pendant le tournage, et où il dit qu'il doute que ce soit un film fait pour plaire à un large public, mais qu'en revanche, il le produit parce qu'il est convaincu que c'est un film qui va durer. Et il travaille aussi avec Godard pour Nouvelle Vague. Godard a raconté plusieurs fois que, en fait, ce qu'il lui a proposé, c'était tout simplement une sorte d'ébauche de scénario. C'était en grande ligne, même pas une page complète, mais peut-être une dizaine de lignes de synopsis. Et il lui dit, écoutez, ça me va parfaitement parce que ce qui m'intéresse n'est pas le scénario, c'est de faire un film avec vous. Et là, on peut faire une différence avec Gérard Depardieu, quand Samuel disait tout à l'heure que tous les grands acteurs ne se comportent pas de la manière. Vous connaissez peut-être la célèbre plaisanterie de Gérard Depardieu, après avoir tourné avec Godard, qui revient à dire « Cette année, j'ai fait 2 publicités, une pour une marque de pâtes et l'autre pour Jean-Luc Godard. » Oui. Ça, c'est exactement l'exact contraire de l'esprit d'Alain Delon par rapport à son travail au cinéma et par rapport au maître.